Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Depuis quelques années, en fait depuis l'effondrement du communisme soviétique, l'Afrique centrale vit de profonds bouleversements. Bouleversements souvent dramatiques, le génocide rwandais, les convulsions récentes en Centrafrique ou au Congo-Brazzaville par exemple. Avec en toile de fond, il ne faut pas l'oublier, la lutte d'influence que se livrent les puissances occidentales, européennes et américaines. Un des événements les plus significatifs de ce changement d'époque a été l'effondrement du régime du président zaïrois Mobutu, remplacé aujourd'hui par son vainqueur, Laurent-Désiré Kabila. Il y a un peu plus de 4 mois maintenant que M. Kabila est entré à Kinshasa. Et déjà, on se pose des questions sur la véritable nature du nouveau régime. Est-il vraiment meilleur que le précédent? Est-il un interlocuteur fréquentable pour l'Europe? Notre invitée aujourd'hui est Madame Justine Mpoyo-Kasavubu, ministre résident, ambassadrice de la Nouvelle République démocratique du Congo auprès de la Belgique et des institutions européennes. Madame, bonjour. Bonjour. Les téléspectateurs belges vous connaissent bien. Pendant de nombreuses années, vous avez incarné ici à Bruxelles l'opposition au président Mobutu. Vous étiez porte-parole de l'UDPS, le principal parti d'opposition démocratique zaïroise. Vous êtes aussi la fille du premier président du Congo indépendant, Joseph Kasavubu, destitué par Mobutu en 1965. Est-ce qu'il y avait une part, disons, de règlement de compte personnel, de rancune dans cette opposition implacable que vous avez menée pendant 32 ans contre Mobutu? Non, je ne pense pas que on puisse parler de rancœur. Je crois que tout simplement ma conscience nationale était certainement en éveil déjà. Car dès le lendemain du coup d'État, j'avais juré que je ne collaborerais jamais avec celui qui a poignardé mon père dans le dos. Oui, qu'il a poignardé, qu'il a maltraité. Vous venez de publier un livre, c'est le second que vous publiez sur votre père, Kasavubu et le Congo indépendant, s'appelle celui-ci. Le portrait de votre père, de Joseph Kasavubu, que vous dressez dans ce livre, c'est un peu l'anti-portrait de Mobutu. Votre père était honnête avant tout. Oui, et ce n'est pas prétentieux de le dire. Je crois que Kasavubu avait placé la barre de la moralité publique très très haut. Pour lui, l'argent de l'État devait revenir à l'État. C'est rare au Zaïre, ça. Vous êtes très critique, c'était rare au Zaïre. Vous êtes très critique vis-à-vis de la classe politique dans son ensemble. Mais oui, je pense qu'il faut aussi reconnaître les vrais pères de l'indépendance, les vrais héros de l'indépendance, et Kasavubu en était un. Et puisque c'était un homme honnête, mais qui n'était pas simplement honnête dans le discours, je crois que c'est un homme qui a pratiqué cette honnêteté. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis vraiment fière que la moralité publique soit de nouveau d'actualité, car je crois qu'ici, dans vos pays aussi, on reconsidère que c'est très important d'être vraiment un dirigeant irréprochable. À un moment, vous dites même qu'il était tellement honnête que certains le prenaient pour un idiot. C'est une citation. Mais oui. Vous savez que la corruption est vraiment une tentation très très facile. Et je pense que malheureusement dans notre pays, il y a eu beaucoup de corrompus consentants. Et je crois que c'est pour ça qu'ils étaient aussi nombreux à considérer que Kasavubu était naïf ou idiot. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris que les valeurs de moralité publique sont vraiment essentielles, sans quoi une nation ne peut pas évoluer. Et au crédit de Mobutu, il y en a qui mettent quand même cette unité nationale qui a été préservée et même renforcée, ce rempart contre le communisme aussi, qu'il a constitué à un moment de son histoire. Est-ce que vous pensez que votre père aurait pu faire l'affaire également? Mais vous savez, Mobutu n'a fait qu'emprunter ce que d'autres avaient déjà planté avant lui. L'unité du Congo n'est pas l'œuvre de Mobutu. Je crois que Mobutu a simplement bénéficié de la bonne volonté des Congolais parce que les Congolais eux-mêmes ont vraiment créé l'unité nationale. Je crois que Mobutu ne les y a pas forcés. Mobutu a régné avec la terreur, ça c'est vrai. Mais je crois que ce sont les Congolais eux-mêmes qui ont décidé de s'unir, qui ont décidé d'avoir des mariages interethniques. Et je crois que c'est ce ciment-là qui est aujourd'hui le fruit de l'unité nationale. Pendant ces 32 ans d'opposition ici à Bruxelles, en Europe, est-ce que vous avez eu des propositions de Mobutu? Est-ce qu'il vous a proposé d'entrer dans un gouvernement? Est-ce qu'il vous a proposé de vous acheter, comme vous dites, il en a acheté d'autres?
Oui, non seulement il a proposé de m'acheter, mais il a aussi essayé de susciter que je puisse me vendre moi-même. Mais j'ai toujours refusé. Vous savez que j'ai eu énormément de propositions, tantôt d'argent pour que je puisse abandonner la lutte. Tantôt j'ai eu également des propositions de postes ministériels, ça c'est vrai. Lorsque j'étais aux Nations Unies, j'ai été assailli parfois dans mes bureaux des Nations Unies d'agents de Mobutu qui venaient pour me déranger, pour me faire des propositions louches. Donc pendant ces 32 ans, j'ai été tout le temps assailli et parfois intimidé aussi et menacé. Ça, c'était la méthode Mobutu. C'était une des méthodes parce que vous savez que le génie du mal de Mobutu a fait des ravages dans d'autres domaines aussi, oui. Bien. Alors, 32 ans opposante, vous incarnez l'opposition démocratique en étant porte-parole de l'UDPS, je l'ai dit tout à l'heure, et puis Kabila conquiert le Zaïre pratiquement sans coup férir, et vous propose un poste ministériel. Vous acceptez. Pourquoi ? J'accepte parce que d'abord, je crois que tout homme et toute femme politique doit pouvoir être conséquent ou conséquente avec son action politique. Vous savez, nous avions tous identifié le mal zaïrois comme étant incarné par Mobutu. À partir du moment où Mobutu n'était plus au pouvoir, eh bien, je pense que le peuple attendait de nous que nous puissions nous mouiller, que nous puissions nous engager dans l'action concrète pour accompagner le peuple congolais, aujourd'hui dirions-nous, dans son redressement. Et c'est ce que nous avons fait. Je pense qu'à un moment donné, un homme politique doit pouvoir prendre des risques et ne pas placer ses intérêts égoïstes avant, mais de regarder plutôt l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce que nous avons fait. À l'UDPS, on vous a reproché quand même d'avoir accepté ce poste ministériel, alors que le leader naturel, M. Tshisekedi, leader depuis longtemps de l'UDPS, lui, n'était pas convié au gouvernement. Est-ce que ça ne vous a pas posé à vous problème à ce moment-là? Est-ce que cette rupture avec l'UDPS, pour vous, est inéluctable? Je crois que dans une action politique, on doit pouvoir à un moment donné faire une remise en question. Je pense que pendant tant d'années, nous avons pu tous, c'est vrai, nous engager autour d'un idéal et même nous engager aux côtés d'hommes politiques, dont M. Etienne Tshisekedi, pour le changement démocratique dans notre pays. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, lorsqu'on a la conscience qu'on représente quelque chose dans ce pays, on a aussi une responsabilité par rapport à cette base. Et je pense que par rapport à cela, le moment était venu pour moi, en tant que femme politique, de prendre mes responsabilités par rapport à cette base qui aujourd'hui me soutient largement. Vous n'avez pas trahi l'UDPS, vous n'avez pas ce sentiment-là? Mais trahir qui? Trahir quoi? Moi, je constate que nous avons eu quand même un leadership qui n'a pas eu de mal à se réconcilier avec Mobutu à plusieurs fois. Et sans que le peuple ne puisse être associé à cette décision. Donc à partir du moment... Là, vous accusez Tshisekedi d'avoir pactisé avec Mobutu? Je n'accuse rien, je ne fais que constater. Vous me posez des questions, je suis responsable politique et je pense que par rapport à ma base et par rapport au peuple congolais pour lequel aujourd'hui je me bats, eh bien je crois que mon devoir premier, c'est avant tout de tirer les leçons du passé et de ne pas, je dirais, répéter le moboutisme qui était de suivre aveuglément un schéma politique, mais au contraire d'exercer à tout moment sa critique de conscience pour pouvoir poser des actes forts en faveur de l'intérêt national. On verra tout à l'heure que certains n'hésitent pas à assimiler M. Kabila à M. Mobutu, mais ce sera pour un peu plus tard si vous voulez. Vous rentrez au Congo après 13 ans d'absence et vous retrouvez votre pays dans un état lamentable. Apparemment, ça vous a marqué. La première chose que vous avez dû faire en occupant votre ministère, dites-vous, c'est de nettoyer pendant 8 jours. Oui, je pense que c'était d'ailleurs symbolique parce qu'on a nettoyé en fait beaucoup plus longtemps. Mais c'est vrai, j'ai trouvé le pays dans un état tout à fait lamentable, indescriptible même. Mais paradoxalement, à cet état de délabrement, j'ai trouvé une population vraiment aguerrie, une population lucide, une population qui a une conscience politique très poussée. Et ça, je crois que c'est l'espoir pour l'avenir. Disons-le tout de suite, vous avez été ministre pendant un peu plus de 3 mois, et puis il s'est passé quelque chose. On ne sait pas encore très bien quoi, vous êtes vous-même assez mystérieuse là-dessus. Vous n'êtes plus ministre de la fonction publique, et vous devenez, après quelques jours d'hésitation, il faut bien le dire, ministre résident, ambassadeur à Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On dit que vous avez appris votre
mutation, votre future mutation, alors que M. Kabila n'était pas à Kinshasa? Est-ce qu'il y a une vengeance de clan là derrière? Écoutez, moi je préfère là encore réagir en tant que citoyenne congolaise. Donc je suis au gouvernement, j'étais toujours au gouvernement. C'est vrai qu'il y a eu un décalage entre le moment où mon remplaçant à la fonction publique a été annoncé et le moment où on a dit ce que je devenais. C'est vrai. Mais je crois que le moment aujourd'hui pour moi n'est pas de tomber, je dirais, dans les supputations qui ont animé un petit peu les foyers d'intrigue ici ou là. Moi, je préfère m'orienter vers l'action qui est la mienne aujourd'hui, c'est-à-dire de défendre les intérêts des Congolais ici à Bruxelles. Vous n'êtes pas en disgrâce. Mais je ne sais pas si occuper le poste de Bruxelles, qui est quand même un poste important, si c'est être en disgrâce. Ça, je vous laisse le soin de le dire. Certains l'ont dit. Écoutez, je pense que depuis un certain temps, pour ce qui concerne le changement au Congo, beaucoup tirent des conclusions hâtives. Vous savez que le départ de Mobutu et la fin du moboutisme n'a pas été accepté par tous. Vous savez, on a soutenu Mobutu pendant 32 ans. Et je ne pense pas qu'il soit facile pour ceux qui l'ont fait d'accepter du jour au lendemain que 32 ans de corruption consentante puisse être balayée, parce que finalement c'était aussi un confort pour certains que de vivre de la corruption. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut, disons, tout permettre à M. Kabila? Parce que ces derniers jours, début de cette semaine notamment, il y a une série de critiques qui se sont accumulées sur le nouveau régime. Le président de l'Association des droits de l'homme qui dit que la situation est pire maintenant qu'avant. Le rapporteur de l'ONU qui dit qu'il y a un recul en matière politique. Human Rights Watch qui fait état de massacres, ça on y reviendra tout à l'heure, dans l'ensemble du pays, dû aux troupes de l'Alliance. Et puis même M. Museveni, qui a donné une interview au journal Le Soir, ici à Bruxelles, et qui dit qu'il comprend peut-être pas tout à fait pourquoi M. Kabila s'obstine à ne pas ouvrir son gouvernement plus largement. Bon, écoutez, ça fait beaucoup de critiques. Pour ce qui concerne le président Museveni, moi je ne me fais pas d'inquiétude. Je sais que M. Museveni a de très bons contacts avec notre président. C'est un peu son parrain. Je pense qu'ils auront l'occasion de s'expliquer. Donc ce qui peut être rapporté par rapport à ce que me dirait M. Museveni, ça je crois que ce n'est pas très essentiel. Je crois que les deux chefs d'État se rencontrent souvent. Mais pour ce qui concerne les autres inquiétudes, écoutez, moi je pense qu'en tant que démocrate, c'est vrai. Il est tout à fait important que toute conscience humaine puisse se poser des questions fondamentales. Mais je crois qu'on ne doit pas, sous prétexte de poser de bonnes questions, occulter justement la raison. Je crois que la raison nous impose d'être aussi logique et d'être aussi conséquent par rapport aux actes que l'on pose. Je m'explique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui, mais ceux-là même qui dressent des critiques aujourd'hui à l'endroit de notre gouvernement, eh bien moi je ne les ai pas entendus pendant 32 ans. Et je suis vraiment bien placé pour dire que pendant 32 ans, nous avons quand même connu une dictature qui a été une des plus atroces de ce continent africain. Mais l'UDPS, votre ancien parti, parle de dérive totalitaire. Écoutez, là, Kabila Mobutu, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Bon, écoutez, moi, je laisse le soin à ceux qui tiennent de tels propos de les tenir. Parce que moi, je me suis mouillé, contrairement à ceux qui parlent de loin. Moi, j'ai pris des risques physiques, j'ai pris des risques politiques pour pouvoir aller sur le terrain et participer aux côtés de la population congolaise à l'œuvre de reconstruction nationale. Donc, je crois que aujourd'hui, alors que Mobutu n'est plus au pouvoir, le devoir de tous les démocrates, y compris ceux de l'UDPS, que je n'ai pas quitté, je tiens à vous le souligner. Il ne faut pas vous n'avez pas quitté, mais on vous a... Oui, mais vous savez, ici à Bruxelles, on a toujours cultivé, je dirais, les préjugés d'exclusion. Et je crois qu'aujourd'hui, l'UDPS serait bien inspiré de faire aussi l'autocritique, parce qu'on ne peut quand même pas toujours cautionner les erreurs sans faire une autocritique. Oui, M. Kabila a quand même interdit les partis, il a suspendu la Constitution. En français, ça s'appelle quand même, quelque part, une dictature. Est-ce que votre conscience de démocrate est à l'aise avec ça? Vous savez, j'ai dit il y a quelques jours que le jour où je sentirai que, en tant que démocrate, je ne peux plus œuvrer utilement pour la reconstruction démocratique de ce pays, je le dirai. Mais ce moment n'est pas encore venu et je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est vrai que j'ai été ici comme porte-parole de l'opposition. Mais qu'est-ce que nous avons constaté depuis que le vent de l'Est a soufflé, depuis que M. Laurent Désiré Kabila a engagé la lutte armée? Nous avons constaté que tous les partis d'opposition, y compris le mien,
ont envoyé des émissaires. Il y avait même parfois des émissaires qui allaient en ordre dispersé. Mais tous étaient acceptés comme étant des émissaires de nos partis. Et tous ces émissaires, entre le mois d'octobre 1996 et le mois de mai 1997, ont été soit à Goma, soit à Bukavu, soit à Lubumbashi. Qui était la base de départ. La base de départ de M. Kabila pour l'encourager à appliquer la logique des armes, puisque tout le monde avait bien compris qu'avec Mobutu, eh bien, le dialogue, le compromis ne pouvait plus marcher. Et donc, je n'ai entendu personne aller à Goma, à Bukavu ou à Lubumbashi avec des textes constitutionnels pour exiger à ce moment-là un amendement de tel contenu ou bien un réaménagement de tel autre acte constitutionnel. Donc, je pense que lorsque on encourage une démarche militaire, eh bien, on doit pouvoir aussi accepter de gérer les conséquences de cette démarche militaire. On ne peut pas, le lendemain d'une victoire militaire, sous prétexte de dire, voilà, nous devons avoir la démocratie immédiatement, eh bien, ignorer qu'il y a aussi des conséquences à gérer, sans quoi nous sommes en paradoxe total. Donc vous voulez donner du temps à M. Kabila? Mais je crois Combien de temps? Écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas faire ici de la politique fiction. Je crois que tout simplement nous devons être raisonnablement optimistes pour notre pays, mais résolument réalistes. C'est-à-dire prendre quand même le temps de déblayer les décombres, comme je le dis, puisque le 17 mai quand même symbolise un séisme par rapport au régime précédent. Et le temps de décombres, eh bien, je crois que ça peut nous permettre justement de réaménager l'espace politique et pour pouvoir libérer ensuite toutes les activités. M. Kabila s'est donné 2 ans pour organiser les élections. Enfin, il est peut-être parfois un peu revenu sur sa parole, et puis il semble qu'il soit revenu sur sa première parole. Est-ce que, si ces élections n'ont pas lieu dans les 2 ans, vous en tirez des conclusions personnelles? Mais écoutez, moi je crois que je ne voudrais pas personnaliser non plus maintenant le nouveau schéma politique dans lequel nous nous trouvons. Moi, je pense que il faut qu'on épargne au peuple congolais une campagne d'intoxication inutile. Parce que finalement, aujourd'hui, on critique un homme. Moi, je veux bien qu'on critique un homme politique, même s'il est chef de l'État. Mais qui est perdant dans cette campagne d'intoxication? C'est le peuple congolais. Est-ce que le peuple congolais a le temps de se restructurer, de se réorganiser lorsqu'on l'asphyxie de critiques qui parfois aussi ne sont pas fondées? Parce que finalement, ceux qui critiquent aujourd'hui, après 3 mois d'activité d'un gouvernement de salut public, eh bien pendant 32 ans, ils ont contribué justement à créer la situation qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là où nous sommes. Vous comprenez? Donc je crois quand même quelque part, il faut qu'on cesse avec l'hypocrisie qui a géré les relations du Nord par rapport au Sud. Il faut qu'on cesse, je dirais, de jouer un double jeu. Il faut qu'on cesse de nous duper. Parce que pendant 32 ans, on ne s'est pas occupé de nos populations, on ne s'est pas occupé de nos hôpitaux que Mobutu était en train de détruire, on ne s'est pas occupé de nos écoles. On a laissé Mobutu détruire. Et aujourd'hui, on voudrait qu'un homme seul puisse faire des miracles. Ce n'est pas possible. Il y a quand même quelque chose qui choque, c'est le blocage de cette commission d'enquête des Nations Unies. Si Léopold de Guchtner veut envoyer la carte qu'on a préparée pour que les choses soient bien claires, la commission d'enquête est toujours bloquée à Kinshasa. Le gouvernement refuse que cette commission aille partout dans le pays, et notamment à Mbandaka, où des massacres auraient eu lieu, des massacres de réfugiés. Et on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce d'aveu implicite? Non, moi je ne répondrai pas comme ça. Là encore, il faut quand même qu'on lève un peu le voile ici, encore du cynisme un peu qui caractérise un peu toute cette campagne. Parce que moi je suis d'accord qu'on parle des réfugiés. Mais pourquoi est-ce qu'on doit parler des réfugiés seulement aujourd'hui? Alors qu'en fait c'est un problème qui date depuis que Mobutu avait fait l'opération turquoise avec les Français. Ma question n'est pas là. Oui, mais moi la réponse, elle est là. Dédouaner l'Occident. Oui, mais enfin... Est-ce que si la communauté internationale n'est pas intervenue comme elle aurait dû dans l'Est du Zaïre, ça justifie 200 000 morts, 200 000 assassinats? Mais ça ne justifie pas qu'on puisse perpétrer des massacres, ça c'est clair. Et personne ne veut le faire au sein du gouvernement de salut public, ça je peux vous l'assurer. Ensuite, moi je vous dirais que la commission n'a pas été interdite. Je vous informe même parce qu'il semble qu'ici on ignore cela. Nous avons demandé qu'il y ait une commission d'enquête. Justement pourquoi? Parce qu'il y avait une campagne telle que on en avait assez, on s'est dit, mais finalement,
ceux qui sont victimes justement des réfugiés, c'est le peuple congolais. Ce ne sont pas les miliciens Hutus Interamwe, ni les ex-forces des armées rwandaises qui avaient perpétré le génocide au Rwanda. Car on se plaint aujourd'hui des réfugiés ou des réfugiés qui auraient disparu, mais jamais la communauté internationale ne s'est donné la peine, d'abord, d'aider le tribunal d'Arusha à fonctionner normalement, en exigeant l'extradition, par exemple, des auteurs des génocides rwandais. Là, elle a été complètement paresseuse et personne ne s'en indigne. Donc, jamais la communauté internationale n'a cherché à fournir l'effort de séparer dans les camps qui étaient occupés à l'est du Zaïre les auteurs du génocide rwandais et les réfugiés innocents qui cherchaient à rentrer. Jamais la communauté internationale ne s'est souciée de dénombrer qui étaient ceux qui prenaient les réfugiés innocents en otage et quel était le nombre de ceux qui voulaient rentrer chez eux. Jamais la communauté internationale ne s'est préoccupée de nous dire, par exemple, parmi ceux ou les 200 000 dont parlait l'autre jour Madame Bonino qui auraient disparu, eh bien, si c'était des miliciens Hutus Interamwe, ou bien si c'était simplement des hommes, des femmes et des enfants. Donc, on fait l'amalgame de tout, on appelle réfugiés, y compris des tueurs, et des innocents. Mais là, j'estime qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle qu'il faut absolument dénoncer. C'est ça, mais enfin, bon, il n'y avait pas 200 000 tueurs dans ces victimes alléguées, encore une fois. Oui, mais, on préfère parler des réfugiés, mais on ne dit aucun souci, on ne manifeste aucun souci pour ceux qui méritent quand même d'affronter la justice, c'est-à-dire les miliciens Hutus Interamwe, les ex-forces armées rwandaises, y compris les ex-FAS qui ont combattu à leur côté. Certains disent quand même que ces massacres, c'est le prix à payer par M. Kabila pour l'aide reçue par le Rwanda, par le gouvernement rwandais pour sa prise de pouvoir. Écoutez, je pense que l'histoire fera son travail, tout comme la justice un jour fera aussi son travail, à condition qu'on l'y aide très honnêtement. Mais moi, je pense quand même que très honnêtement, je suis quand même écœurée parce que les 32 ans de dictature de Mobutu, moi je les ai vécus et pour avoir renoncé à collaborer avec ce régime-là, je sais qu'est-ce que ça signifie. Alors, lorsqu'on vient aujourd'hui mettre sur un même pied d'égalité des tueurs, des auteurs de génocide, avec ceux qui ont été victimes, justement, de cette campagne génocidaire, j'estime que là, il y a quand même une malhonnêteté de la part, justement, de certains milieux, de certains lobbies aux Nations Unies, qui essayent maintenant de faire endosser au régime du président Kabila toute la responsabilité. Et on occulte même, et ça c'est vraiment la plus grande honte, on occulte même d'évoquer les responsabilités françaises. Parce que finalement, la puissance occidentale qui est la première responsable de tous ces dossiers, c'est quand même la France. Expliquez-moi un peu Opération Turquoise, qu'est-ce que ça signifiait? C'était simplement sauver les auteurs du génocide du peuple rwandais, oui, tout simplement parce qu'ils avaient des complicités à partager avec la France. Et pour les sauver, eh bien, on n'a pas trouvé mieux que l'allié d'hier, Mobutu, qui a pu donc armer ces miliciens, qui a pu les surarmer, leur offrir des terrains d'entraînement dans le territoire zaïrois. Donc je crois que là, il y a quand même... Je crois que pas mal de monde partagera votre analyse, mais encore une fois, est-ce que ça justifie qu'on massacre 200 000 personnes ça ne justifie rien. Incognito, et qu'on refuse les enquêtes? Ça ne justifie rien, je vous le concède volontiers. Mais j'estime aussi que, par souci d'honnêteté intellectuelle, on doit pouvoir prendre le problème dès son début. On ne peut pas dire aucun massacre n'est justifié aujourd'hui, et puis ignorer que nous sommes dans la conséquence d'une logique qui a commencé en 1993, pour ne citer que ces dernières années. Bien, on va déjà approcher de la fin de cette émission. Juste une question, peut-être en conclusion. J'ai retrouvé un article que vous aviez écrit dans le journal Le Peuple il y a 3 ans, à l'occasion du sommet de Biarritz. Et ça résume assez bien votre pensée à l'époque. Vous disiez, en général, les Occidentaux, chez eux, sont soucieux de préserver leurs acquis démocratiques. Lorsqu'ils traitent avec l'Afrique, ces mêmes Occidentaux relèguent dans les caveaux de l'indifférence et du mépris ces beaux principes. Les Occidentaux se mettent au service d'une seule logique, celle de l'exploitation prédatrice de nos ressources naturelles. C'est ça l'origine de tous vos malheurs? Eh bien, je crois qu'il n'est pas erroné de le dire. En tous les cas, ça a été une réalité. Et si vous lisez bien l'histoire de notre pays,
Vous conviendrez avec moi que le Congo aussi a connu vraiment beaucoup de drames parce que c'est un pays riche et parce que c'est un pays qui a suscité énormément de convoitises de la part des puissances occidentales. Et donc nous sommes à la fois victimes justement des appétits de la gourmandise des Occidentaux, mais en même temps nous sommes aussi victimes de son cynisme. Bien, madame, je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir parlé si franchement, si ouvertement de la situation dans votre pays. La semaine prochaine, nous recevons Luc Guyot, le nouveau président du COPA, qui regroupe l'ensemble des syndicats agricoles européens, faut-il le dire. Les sujets de conversation ne manqueront pas, avec par exemple la vache folle, la qualité de notre alimentation, mais aussi l'agenda 2000, le plan de réforme de la politique agricole commune proposé par la Commission. Merci de votre attention, bon week-end à tous et à samedi prochain.